Il fait encore jour. On est en fin d'après-midi. J'ai eu mon boss au téléphone qui m'a dit « Tu fonces au Sofitel » et il y a rien. Il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de police, il n'y a pas de cordon de sécurité. Je vois devant moi un hôtel de Midtown classique avec la porte qui tourne, des gens qui rentrent, qui sortent, des doorman, des portiers, etc. Mais rien d'anormal. Jusqu'à ce que je vois un type débarquer avec un appareil photo en bandoulière qui vient tout de suite me voir. Je vois qu'il se pose les mêmes questions que moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fous là ? Il a l'air de rien se passer, ni de rien s'être passé. Il ne sait même pas de qui on parle. En fait, c'est son agence de presse qui l'a envoyé. Il ne sait pas pourquoi il est là. Et il ne se passe rien. Mais bon, à ce moment-là, on se dit on est deux quand même. Donc là, ça veut dire que je suis pas la seule à avoir eu l'info. Il s'est peut-être passé quelque chose. J'étais à Bushwick. J'avais une super vue sur Manhattan. À ce moment-là, je me préparais à sortir. Et je m'en souviens très bien parce que j'avais décidé de mettre une jupe. Et dans mon métier, comme je portais beaucoup de caméras, que parfois il faut se mettre à moitié par terre, etc., on met pas des jupes pour travailler. On doit toujours être capable de bouger. C'est vraiment quelque chose qui est réservé aux jours de congé. Et en fait, je reçois un texto. On me dit d'aller filmer au Sofitel. On me dit que Marine y est déjà. Il faut aller travailler parce qu'il s'est passé quelque chose au Sofitel. Toute la nuit, nous allons nous relayer à filmer devant le Sofitel, une qui filme, l'autre bureau qui numérise les cartes mémoire des caméras et qui envoie les images à Paris. Car en 2011, à New York, moi, Marine Pradel, et moi, Anne-Cécile Genre, nous sommes journalistes, mais plus précisément, nous sommes journalistes reporters d'images pour la plupart des chaînes de télévision françaises. Ce 14 mai 2011, c'est le premier jour d'un long été à couvrir cette affaire qui va se prolonger jusqu'en décembre 2012 dans le Bronx. Depuis, nous n'avons jamais vraiment arrêté d'y penser. Notre travail de cette époque nous a laissé un sentiment diffus, d'inachevé. 10 ans après cette nuit au Sofitel, Thomas, notre chef de l'époque, nous a envoyé un disque dur qui contient des heures et des heures de rush. Alors, Sofitel jour pour ours, c'est quoi ça ? J'ai fait plein de plans de gens qui textotent quoi. Okay. Ce qui reste de cette année 2011-2012 a documenté cette affaire hors norme. Vous écoutez Shame on You, le podcast sur le dernier grand scandale sexuel avant MeToo, l'affaire DSK. En 2011, on est toutes les deux journalistes à New York quand le président du FMI est arrêté après le viol présumé d'une femme de chambre nommée Nafissatou Diallo. L'affaire au retentissement planétaire secoue nos convictions personnelles et notre vision du journalisme. De quoi l'affaire DSK est-elle le nom ? Ça fait 12 ans qu'on se posait la question. Entre-temps, MeToo est passé par là, le monde a changé et nous avec. Dans ce podcast, on replonge dans nos archives et on tend le micro à celles et à ceux qu'on n'a pas écoutés à l'époque, pour raconter, en version corrigée, ce qui s'est vraiment passé cette année-là. Shame on You, chapitre 1. Stupeur et banalité au Sofitel. Il y a une règle à New York qui fait qu'on n'a pas le droit d'être du côté de l'hôtel qu'on filme, donc je suis de l'autre côté de la rue, je m'installe. Je suis pas toute seule, mais il y a vraiment peu de monde. Il doit y avoir 2 photographes et 2 caméras. Le réflexe, c'est on fait le plan large, les plans des rues autour, les taxis jaunes parce qu'on est à New York. Ça, je commence à avoir le réflexe parce que je viens d'arriver. Et puis tout ce qu'on peut faire comme plan qui bouge autour d'un endroit qui bouge pas. Je vois débarquer un gros camion du NYPD, donc de la police de New York. Je laisse tout en plan de l'autre côté de la rue et je cours et j'essaie de filmer les policiers qui sortent. Ils ont des mallettes parce que c'est la police scientifique, c'est comme au cinéma. À ce moment-là, au moment où je suis devant l'hôtel, je le sais maintenant, mais c'est à peu près à l'heure où elle est emmenée à
à l'hôpital pour être examinée par des médecins. Je me souviens que l'expertise parlait de bleus, au-delà du fait qu'elle avait des bleus sur les bras, des hématomes sur les bras, etc., d'avoir été attrapée, elle avait des bleus sur le vagin, des bleus sur le vagin, des bleus autour du vagin. J'étais étonnée que ça sorte, mais j'étais pas étonnée que ça se produise. C'est des choses avec lesquelles, malheureusement, avec mes convictions féministes et mon expérience de femme avocate dans le domaine, qui me surprennent plus. La personne que vous entendez s'appelle Maud Beckers. Elle est avocate en droit du travail et elle est spécialisée dans les violences faites aux femmes. Alors que nous vivons cette journée du 14 mai 2011 comme un grand coup de tonnerre, elle n'est pas surprise du tout. 1 an auparavant, Maître Beckers a traité un dossier en tout point semblable. Les mêmes portes dorées, les mêmes tentures en velours, les mêmes épaisses moquettes qui étouffent les pas et les cris. Sauf que la scène se passe à Paris, à l'hôtel Parc Hyatt. Ma cliente est rentrée faire la chambre d'un membre de la délégation du Prince du Qatar qui lui a fait des propositions sexuelles en échange d'argent, ce qu'elle a évidemment refusé. Suite à son refus, elle est allée faire la salle de bain de cet homme qui s'est présenté dans la salle de bain et qui l'a agressée sexuellement, la plaquant contre le mur, en lui mettant sa main dans la culotte, en se masturbant devant elle, en bloquant la porte pour pas qu'elle puisse fuir. Et l'agression sexuelle a été interrompue puisque quelqu'un est rentré dans la chambre. Donc autant dire en plus qu'il agissait en toute impunité puisqu'il fermait même pas la chambre. Autant vous dire qu'il avait peur de rien pour faire ça. Ma cliente est sortie complètement traumatisée et perturbée de cette chambre. Elle est allée voir le directeur de la sécurité qui l'a immédiatement cru. On l'a immédiatement cru et on lui a demandé de le reconnaître sur vidéo, ce qu'elle a fait. Voilà, sur le fait qu'on ne remette jamais en question finalement sa parole, je trouve bien qu'en fait c'est assez monnaie courante. Au moment où nous sommes devant le Sofitel, incrédule, on ne se rend pas compte de la terrible banalité de ce qui vient de se passer. Maud Beckers nous raconte que tout secteur professionnel confondu, 1 femme sur 10 admet avoir subi un rapport sexuel forcé ou non désiré dans le cadre du travail. Et dans les hôtels de luxe, c'est beaucoup plus qu'1 femme sur 10, au point que ces affaires-là occupent Maître Beckers à temps plein, ou presque. Pour elle, c'est devenu un champ comme un autre du droit du travail. Il y a plusieurs critères qui font que les violences sexuelles vont être non seulement pratiquées, mais ensuite souvent tues par les victimes, et donc ça favorise le passage avec des auteurs. C'est la situation de fragilité d'une femme. Après, la fragilité, elle peut venir sur plein de choses. Elle peut venir justement sur une femme qui a une carrière qui a toujours bien marché et qui veut finir sa carrière en étant à son poste. Elle peut être victime aussi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la précarité sociale et le statut d'étrangers avec le renouvellement du titre de séjour, etc., créent une fragilité particulière, notamment quand les femmes ont leur titre de séjour en relation avec le travail. Elles savent que si elles perdent leur travail, elles perdent leur titre de séjour. Et c'est une grosse problématique. Elles sont pas protégées. Et quand on interviewe les gouvernantes qui ont l'habitude de gérer ces femmes de chambre et notamment d'assurer la formation des femmes de chambre, eh bien, certaines vont dire que la façon d'assurer leur sécurité, c'est qu'elles doivent être 2, par exemple, pour faire le ménage. Quand on sait les bénéfices que font ce type d'hôtel, on pourrait se dire que c'est un investissement bien moindre par rapport à la façon de protéger une femme. Mais bon, dans l'hôtel de de la femme que je défendais au Parc Hyatt, elle a toujours fait les chambres toute seule. On pourrait aussi imaginer que les chambres soient faites uniquement quand les clients sont absents de la chambre. Ça aussi, ça coûte rien pour le coup. Mais on n'ose pas dire à ces hommes qu'ils peuvent pas bénéficier de la chambre quand ils veulent. Et donc, les femmes de chambre sont amenées à faire le ménage alors qu'ils sont en peignoir à côté et qu'ils leur imposent une intimité qu'elles ne veulent pas voir. Ça en fait des proies faciles du fait de leur isolement et du fait que, comme elles sont souvent attachées à leur travail, parce que dans des situations de précarité et qu'elles ont en plus l'espoir de pouvoir grimper socialement, eh bien souvent elles se taisent. On peut imaginer que pour Nafissatou Diallo, mère célibataire, pauvre, immigrée aux États-Unis depuis seulement 4 ans, ce poste de femme de chambre au Sofitel de New York, c'est une chance. Le salaire d'une femme de chambre syndiquée à plein temps au Sofitel, c'est $5 000 par mois. C'est 2 fois ce qu'on gagnait nous en tant que journalistes. Plus tard, on l'apprendra. Lorsqu'elle est trouvée par sa supérieure
Tremblante, crachant par terre au 28e étage de l'hôtel, elle répète la même chose en boucle. « I don't want to lose my job. Je ne veux pas perdre mon travail. I don't want to lose my job. Je ne veux pas perdre mon travail. » Le 14 mai 2011, en bas de l'hôtel, derrière nos caméras, on ne connaît pas encore son nom. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout à ce moment-là. Il ne pèse rien face au nom de l'homme mis en cause, Dominique Strauss-Kahn. Je ne pense qu'à une chose, c'est Dominique Strauss-Kahn, ce nom plus grand que tout, en fait, qui écrase tout. Et où on se dit, il faut des infos sur lui, on veut savoir, il est où, là, maintenant, qui l'a vu, qui lui a parlé, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui. Peut-être qu'ils se sont trompés, c'est quelqu'un d'autre, c'est un homonyme, ça s'est pas passé comme ça, peut-être qu'il y a une incompréhension, il y a un malentendu quelque part, il est encore possible que ça fasse pchit. De voir débarquer comme ça la police, ça me fait quelque chose quand même. Je me dis, ah oui, il s'est passé quelque chose, et a priori un truc un peu dégueu, parce qu'il y a besoin de faire des prélèvements. Je sais pas ce qu'ils vont mettre dans leur grande mallette. Maintenant, je me dis, il devait y avoir des lampes, la lampe à lumière bleue qui permet de voir le sang, le sperme et tout. Ce 14 mai 2011, la police de New York est appelée et intervient au Sofitel. Mais c'est loin d'être automatique dans ce genre d'affaires. Parce que les victimes elles-mêmes hésitent à parler. Elles savent que dans 80% des cas, leur plainte sera classée sans suite. La justice, c'est à l'image de notre société. Quand on est dans une société patriarcale et sexiste, eh bien la justice, elle l'est aussi, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas. Donc, tous les débats qu'on peut avoir au comptoir autour de la crédibilité d'une victime, de savoir si en fait elle n'est pas un peu aguicheuse, un peu prostituée, un peu trafiquante, etc., eh bien malheureusement, on les retrouve dans la justice. Les hommes et les femmes qui composent la justice ne sont pas à l'abri, malheureusement, de ce type de discours. Moi, j'ai eu des audiences hallucinantes devant une juge de l'instruction femme à Fontainebleau, où le fait que ma cliente tutoie son agresseur était presque une forme de séduction. Enfin, des choses complètement dingues, quoi, qu'on n'attend pas de la part des magistrats, mais malheureusement, ils vivent dans la société dans laquelle ils sont éduqués, et puis aussi avec les réflexes sexistes avec lesquels ils sont éduqués. Et c'est pour ça que ça concerne aussi, souvent on me dit, est-ce que c'est plus facile de plaider devant une juge femme que homme ? Non, elle est éduquée dans la même société. Donc une société dans laquelle on apprend un certain nombre de choses qui créent après des dysfonctionnements. Dans le cas de Nafissatou Diallo, c'est l'hôtel qui a appelé la police. Mais pour la cliente de Maud Beckers, les choses se sont passées autrement. Suite à l'agression, elle a été très perturbée, on lui a dit de rentrer chez elle et qu'on se chargeait à l'hôtel Parc Hyatt de prévenir la police. Elle est rentrée chez elle et quand elle est revenue le lendemain pour aller sur son lieu de travail, elle s'est rendue compte de deux choses. Non seulement la police n'avait pas été prévenue, et deuxième chose, le membre de la délégation du Prince du Qatar qui devait partir 15 jours après avec toute la délégation était parti à 10h50 du matin. Donc il avait bien évidemment été prévenu de ces dénonciations. Qui était critiqué par les femmes de chambre dans cet hôtel-là, c'est que par contre, lorsque elle pouvait être soi-disant supposée d'avoir commis une infraction, mais que ça soit quelque chose qui n'est même pas une infraction pénale, par exemple casser une bouteille de parfum à l'intérieur d'une chambre, eh bien là, on les menaçait d'appeler la police. Par contre, les violences sexuelles dont elles étaient victimes, eh bien non, la police n'était pas appelée, et dans mon dossier, elle n'a pas été appelée, c'est ma cliente qui a dû aller porter plainte le lendemain de l'agression. Son employeur veut la muter dans un autre hôtel, mais la femme de chambre refuse. Elle est licenciée, et malheureusement, comme 8 femmes victimes de violences sexuelles sur 10, son dossier n'aboutit pas. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, une affaire similaire fasse les gros titres des journaux. L'affaire DSK a permis de faire ressortir son dossier qui avait été classé sans suite, donc quelque part, elle était satisfaite qu'une affaire comme ça puisse être révélée au grand jour par les médias, puisque c'est grâce à un appel téléphonique d'un journaliste auprès du parquet qui s'étonnait du classement sans suite que le dossier a réapparu au-dessus de la pile du dossier du parquet. Donc en effet, l'affaire DSK, ça lui a permis quand même de pouvoir avoir une suite judiciaire qui a été donnée à son dossier. Si vous pouviez lui parler à Nafissatou Diallo, qu'est-ce que vous lui diriez ? Merci. Je pense que c'est en fait quand on visualise les dernières affaires qui se sont passées ces dernières années, c'est la première qui a permis de MeToo, en fait, je pense. C'est un merci que je lui donnerais pour toutes les femmes que je défends, et moi aussi en tant que femme. C'est que je pense que ça devait être extrêmement difficile.
mais extrêmement difficile de porter plainte contre un type comme ça. Ça demande un courage de dingue, en fait. C'est franchement... Moi, j'ai beaucoup de respect. Voilà, j'ai beaucoup de respect, je la connais pas, mais j'ai beaucoup de respect pour elle, comme j'ai beaucoup de respect pour mes clientes, en fait, parce que le combat dans lequel elle s'engage, à chaque fois, c'est un combat tellement inégalitaire. Moi, je suis toujours hyper épatée devant mes clientes. Hein. C'est vraiment... On se demande quelle est la force qu'il y a derrière ces nanas-là pour qu'elles puissent le faire, quoi. Maître Beckers nous raconte qu'aujourd'hui, sa cliente a quitté Paris. Après plusieurs tentatives de suicide, elle a renoncé à son ambition de devenir gouvernante dans un palace. Son agresseur n'a jamais été inquiété. Aujourd'hui, ces histoires de femmes abusées, diminuées, réduites au silence ont de plus en plus leur place dans les médias. Aujourd'hui, on pense, on aurait cherché à se mettre à la place de Nafissatou Diallo. Mais en cette année 2011, à New York, on a beau être des femmes, on se pense avant tout journaliste et on a d'autres priorités. What is the atmosphere, inside the hotel? Well, this morning it's full of security. I'm a tour guide and they're watching me carefully and trying to figure out who I am. Otherwise, it's generally... La rue était remplie de policiers et puis... On filme le Sofitel c'est beau, ça brille. On met des taxis jaunes devant parce que ça fait New York. Et on est rentré dans l'hôtel, il n'y avait rien de particulier. Mais la réalité de l'histoire, je pense qu'elle se passe du côté de la sortie de service. Je sais pas s'il y a une sortie de service au Sofitel, mais comme je disais, on voit pas passer les employés par cette porte, on voit passer que des gens hyper bien fringués. Je trouve que c'est assez représentatif de la façon dont on a couvert l'affaire depuis le début. Moi, pas une seule seconde, il m'est venu à l'esprit de peut-être aller chercher du côté de l'entrée de service. Pourtant, il est là, du côté de l'entrée de service, le phénomène de société. L'oppression, la domination du corps des femmes par les hommes, et surtout les hommes puissants. Elle est derrière la porte, pas la grande porte dorée qui tourne, non, la petite porte battante sur le côté. Dès le premier jour de l'affaire, on passe à côté. Et pourtant, ce rapport de domination violente, les femmes de chambre, elles ont essayé de nous le mettre sous le nez. Jesus Christ. Les Guinéens, justement les Guinéens du groupe. Ah, je sais pas du tout. Non, c'est plutôt des gens en uniforme. Mais je pense que C'est nous. J'essaie de parler, oui, je suis au téléphone avec quelqu'un, je pense. Ah, c'est toi. C'est moi, ouais. Vous entendez le son de nos rushs, nos images en date du 6 juin 2011, donc 3 semaines après l'arrestation de DSK. Voilà, donc il y a un énorme bus qui est posé devant le tribunal et on voit descendre la cinquantaine de femmes de chambre. Excuse me, how are you? You remember me? Serious? Oh my goodness. I saw you like look at it. I know it's high. Ce jour-là, nous filmons devant l'entrée de la cour criminelle, la cour pénale de Manhattan, pour la toute première audience de l'affaire. Évidemment, nous n'attendons qu'une chose, l'arrivée de DSK, pour avoir les précieuses images qui feront l'ouverture des journaux de télé du soir en France. On voit un car de tourisme s'arrêter devant la cour et des femmes presque toutes de couleur en descendre. En fait, c'est marrant, j'avais complètement oublié ça. On les voit discuter entre elles et elles ont l'air trop contentes de se retrouver les unes les autres. Il doit y en avoir plein qui sont représentantes syndicales dans leurs différents hôtels. Elles sont tellement nombreuses que les agents de sécurité les placent derrière une barrière. Et elles viennent grossir les rangs de la foule qui attend. Allow them to come and think they can use us. We are employed to serve them. We're not employed to be their mates, bedmates. How often does this happen? Have you been in a situation like I've been in this situation twice. So what did you do? I just get the houseman to come and give me a hand in the room. En continuant à regarder les rushs de cette journée, on retrouve leurs interviews. On leur avait tendu le micro. And the housekeeper being very helpful to me. C'est la première qu'on interviewe et elle dit « Moi, ça m'est déjà arrivé 2 fois. » Elles s'appellent Patricia, Désirée, Anna et bien d'autres. Et elles avaient des choses à nous dire.
Elles veulent un beeper pour pouvoir appeler à l'aide si ça leur arrive quand elles travaillent. I was been victim years ago and it just was swept under the rug. By the time we get to the room to the guests had left. Elle dit, donc c'est la 3e qu'on interviewe, et elle dit, moi ça m'est arrivé il y a quelques années et ça a été complètement mis sous le tapis par l'hôtel. Elles sont hyper nombreuses. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est la voiture qui va déposer DSK qui se gare devant. Dominique Strauss-Kahn sort de sa voiture noire. Avec Anne Sinclair qui lui prend le bras. Et on commence à les entendre. Shame on you. Honte à vous. C'est beau. C'est beau ce moment, je trouve. Parce que vraiment, en fait, on l'a pas vu sur les images à quel point ça a été... Elles avaient hyper bien préparé leur truc. Le 6 juin 2011, elles le crient devant nos caméras. Elles nous mettent le nez dedans. Cette agression, ça n'est pas un cas isolé. C'est systémique. Je me souviens d'avoir été assez étonnée de me dire « Ah, c'est super », enfin, d'avoir trouvé ça génial. Et puis de m'être arrêtée là, quoi. La personne de DSK est tellement énorme que ça écrase tout. Et qu'à ce moment-là, non, l'urgence journalistique, enfin pour moi, elle est d'avoir une place dans la salle d'audience pour pouvoir voir ce qui s'y passe et parler de lui. Parce qu'en fait, en vrai, on ne parle que de lui. Donc oui, non, a posteriori, je me dis que là, je me suis un petit peu plantée. Le sujet, il n'était pas là. Est-ce que ce fait divers, ce juicy, quoi, juteux, on dirait en français, est-ce que il révèle un phénomène de société plus profond, plus grave, qu'il faut mettre en lumière? En vrai, c'est ça notre travail. Plus de 10 ans après, ce Shame on you, honte à vous, résonne encore dans nos oreilles. À qui s'adressait-elle? À DSK, à lui seul? Aux hommes en général? À leur hiérarchie qui leur impose de porter des jupes quand elles réclament des pantalons? Qui ignorent leur demande de plus de sécurité au travail, malgré la fréquence des agressions? Ou est-ce qu'elle s'adresse à nous, journalistes, qui ne saisissons rien de l'ampleur du phénomène? J'ai pas particulièrement de sympathie par rapport à Strauss-Kahn. C'est juste que la machine se met en route sur les premiers instants. Je suis juste une machine à enregistrer des images. Et c'est après, c'est dans les jours qui vont suivre où à ce moment-là, la bête médiatique va avoir faim. Et là, il va falloir que je la nourrisse. Et là, c'est là que ça va devenir insidieux. Je me prépare déjà à pas dormir cette nuit-là, mais je suis loin de m'imaginer que ça va durer 1 an. C'est le début d'un spectacle, une super production comme seuls les Américains sont capables de produire, où il y aura des menottes, de la prison et des millions de dollars en petites coupures. Les Français s'indignent, mais ils ignorent à quel point la justice américaine a un temps d'avance sur l'enquête. Ça sera dans Shame on You, chapitre 2, un spectacle made in America. Flash qui crépite, les menottes, les flics avec les cravates pas possible, on est dans Harlem, il y a des sirènes, enfin, on n'y croyait pas. Et là, c'est tellement dingue, on a tellement l'impression d'être dans un film que à la fois ça devient réel, mais c'est encore plus dingue. Donc c'est encore plus excitant. Shame on You, un podcast imaginé et écrit par Anne-Cécile Genre et Marine Pradel. Réalisation, mixage, musique originale, Théo Boulanger. Production, Studio Fact Audio.